Je vous remercie d'être venu et d'avoir consacré quelques instants de votre temps pour nous rendre visite. Nous sommes un petit comité. Vous voyez, le personnel est là. Je vais quand même laisser la parole à notre président, Jean-Pierre Herrech. Alors, moi, je vais vous le faire parler. C'est un confetti, hein. Non, non, mais... C'est un confetti, Voilà, hein. je tenais à remercier d'abord Monsieur le Général, dans notre délégué général pour les Pyrénées-Orientales, ici présent. Je pense que sa carrière est très belle, puisqu'il était dans les sapeurs-pompiers de Paris. Je crois qu'il a terminé dans les sapeurs-pompiers de Paris. Il ira à très belle place, comme dit chez nous. Après, je voudrais remercier Monsieur le maire, votre présent, et ça nous fait vraiment plaisir, puisque je sais qu'on travaille ensemble et que des fois on arrive à être énervant quand on vient, nous, hein, je ne vois pas se mettre. On essaye, hein, qui ne demande rien à rien. Après, je voudrais remercier Raymond. Alors Raymond, ça fait bon, maintenant on va dire quelques années qu'on se connaît, n'est-ce pas? Il est président du Souvenir français d'Argelès, et chaque année on se voit dans les réunions ensemble, et je peux jurer que c'est quelque chose de... Ces réunions sont bien faites, mieux que la mienne. On va dire. Hein. Après, je vais remercier le président Aurillac de Souvenir français de Ployest, originaire de Bagnous. La famille Aurillac, pour ceux qui ont connu le rugby, et tout. Donc, et la mère cerise chez Simone. Voilà, c'est surtout ça qui est bien. Donc, voilà, ça c'est le fait du Souvenir français de regrouper les gens. Un petit rappel, je voudrais... Oui, non mais je sais, je n'oublie pas, je ne l'oublie pas. Surtout lui. Je n'oublie pas, mais bon, je change un petit peu les modes de remerciement, parce que je trouve ça un petit peu blablabla. Et je voulais dire que je voudrais faire un petit rappel à tout le monde que le Souvenir français n'est pas une association militaire, hein, qui est une association pour tout le monde. Et que vous devriez en parler entre eux, pour les gens qui connaissent un peu ailleurs, de le dire, de faire courir ce message surtout, parce qu'on a besoin de tout le monde. Et plus on va aller de l'avant, plus on va avoir besoin des jeunes, surtout des jeunes. Et on compte sur vous. Et surtout dire à tout le monde qu'on n'est pas une association d'anciens combattants militaires. Nous avons une poignée. Et après, bon, le reste, bon, on a une marraine, ça c'est l'horreur. Et après, je voudrais présenter quand même Jacques Jourda, qui, bon, on se connaît quand même aussi pareil que Raymond. Donc Jacques Jourda est le président du Souvenir français de Saint-André. Et cette année, il a pris une étoile en plus. Bon. Il a pris une étoile en plus, il est chef du secteur Val-Espire-Côte-Vermeille. C'est-à-dire que ça va être notre patron par rapport au général. Donc, nous allons passer par lui pour pouvoir faire les différents messages pour ne pas, disons, embrouiller les ondes. À ma demande. C'est notre référent. C'est notre référent. Voilà. Pour moi, alors, je voudrais maintenant donner un grand merci. Alors là, c'est spécial. Ce merci, c'est Christine, qui est à côté de moi, pour le travail qu'elle effectue. Surtout, ne lui parlez pas de source. Parce qu'alors là, vous êtes servi. Si vous arrivez avec le papier sans la source, là, c'est pas la peine, vous avez le truc parce qu'il vous revient dans la gueule. On va le parler comme ça, franchement. Donc, Christine est là, elle va vous faire quand même le livre. Jean-Louis, je voudrais remercier Jean-Louis aussi, qui est le trésorier, qui nous sort des notes, des fois, avec le trésorier de 7 220 € pour une rubrique de livres. On a payé la revue du Souvenir français à toute la France. Alors, bon, ça s'est réglé. C'est pas vieux. Il y a 15 jours. Donc, le trésorier m'a téléphoné un petit peu affolé. Bon, l'ordinateur, pas de chance, hein, on trouvera toujours un fautif. Après, je voudrais remercier Françoise. Françoise, c'est une capable, elle habite de Canet. C'est notre secrétaire. Toutes les semaines, elle est avec nous. Elle fait un travail formidable. Elle fait les relectures des livres. Elle amène beaucoup de documents. Sa famille
C'est une famille originaire, donc, disons par son mari, est originaire de Bagnous, la famille Douzans, voilà, on va en parler. Donc, une famille qui est très connue à Bagnous-sur-Mer. Elle nous amène beaucoup de documents, nous avons fait beaucoup de découvertes. Donc je pense qu'en général, quand on en a parlé au téléphone de ce fameux Marius Douzans, avec la bataille de... Je me rappelle le nom, je ne peux pas le prononcer. Voilà. Et la source, c'est de... La source, c'est Alors, on va en discuter de ça. Mais le matin, là. Donc, voilà, Françoise est là. Et puis, il y en a un qui se cache là-bas derrière, qui est notre chercheur, de sous le terrain, et qui adore le cadastre 1813 de Napoléon. Christian, tu peux montrer là-bas. C'est voilà le bureau de Bagnous-sur-Mer, du comité de Bagnous, le bureau. Donc, je voudrais remercier ces 4 personnes, puisque sans elles, on n'aurait rien fait, et je peux vous jurer que monsieur le maire, monsieur le maire nous aide. Hein. Ça, c'est la logistique. C'est la logistique. Donc voilà, je voulais remercier ces gens avant de pas laisser la parole à Christina. Non, d'abord... Comme vient de vous le rappeler notre président, je suis le trésorier. Et le trésorier, il a besoin de sous. Ce trésorier vous a lancé un message il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire que ça devait être aux alentours de 12h30, ou un peu plus tard peut-être. Il y a certaines personnes qui ont oublié de payer leur cotisation 2018 et 2019. Bon, on ne le reproche pas, mais bon... Vous savez bien qu'on n'a pas trop de sous. Donc, je souligne quand même l'action de quelqu'un dans l'assistance qui s'est dépêché de me donner son chèque en me disant « je te paye ». Mais les autres, vous pouvez quand même payer, hein, ne payez pas. Hein. Les caisses sont ouvertes. Christina, je te passe la parole. C'est sur ces belles paroles, merci. Donc en fait, je ne vais pas vous faire de conférence. C'est vrai que d'habitude on fait des conférences, mais là on a voulu un format un peu plus court, un peu plus détendu, parce que l'idée c'est de pas vous faire un cours sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. C'était juste essayer de vous présenter ce livre, vous voyez, hein, il est ici. Donc l'idée de ce livre en fait c'est de répondre à la mission nationale de notre association. Alors je vais en parler un petit peu. Donc, le Souvenir français a été fondé en 1887, ça c'est la prof d'histoire qui revient là. Donc le Souvenir français a été fondé en 1887 par François-Xavier Niesen, donc qui était un enseignant originaire de l'Est, et bien sûr à cette époque-là, donc on avait perdu la guerre franco-prussienne, et donc par choix, eh bien, ce monsieur Niesen a choisi de quitter sa Moselle natale pour venir s'installer du côté de Bordeaux, pour rester français. Et donc, il a eu l'idée, avec un député du territoire de Belfort, je crois, de monter une association afin d'aller fleurir les tombes de tous ceux qui étaient morts, de tous les Français qui étaient morts durant la guerre de 1870-1871, et en particulier, bien sûr, ceux qui se trouvaient en ex-territoire français devenu allemand. Donc, depuis cette période, le souvenir français perdure, hein, et donc la mission nationale de notre association, c'est faire vivre et entretenir la mémoire et les tombes de celles et ceux, français et étrangers, combattants de la liberté qui ont lutté pour défendre la patrie. Voilà, c'est pour ça que, comme le disait Jean-Pierre, nous ne sommes pas une association d'anciens combattants. C'est une association qui est ouverte à tous et qui, je le rappelle, a été fondée par un enseignant et pas par un militaire. Alors, donc pour répondre à cette mission associative, donc, on est allé récolter dans les archives privées la mémoire des Bagnolinques et des Bagnolinques qui se sont distingués contre la barbarie nazie. Et donc ça a été un travail de longue haleine, parce que comme vous vous en doutez, se faire ouvrir des archives familiales, que ce soit des documents, hein, donc je remercie quand même Christian Roch, qui a pas mal contribué, parce que sa famille a gardé toutes les cartes de rationnement, par exemple. Donc, on a là des documents qui sont sourcés et de première main. Donc, on a comme ça tout un tas de familles qui nous ont ouvert leurs archives, et grâce à ça, eh bien, on a pu donc sortir ce livre. Alors je vais vous dire ce que n'est pas ce livre. Alors, ce livre, ce n'est pas un annuaire exhaustif de tous les Bagnolinques et les Bagnolinques qui auraient résisté. C'est pas ça l'idée de ce livre. Ça, c'est ce qu'on est en train de travailler. Donc, on est en train de travailler sur tous les Bagnolinques et les Bagnolinques qui ont été honorés et qui sont au cimetière.
dans les différents cimetières, parce qu'on en a 3 des cimetières, bien sûr. Donc c'est un travail de très longue haleine, parce que bien sûr, nous ne nous contentons pas de ce qui est marqué sur la plaque tombale. Je les embête et je les tense pour qu'ils me trouvent les sources, hein, bien sûr. Et c'est pas très simple. Alors, quand on est sur des gens qui sont morts, on va dire, qui sont morts au combat, qui sont déclarés morts pour la France, c'est beaucoup plus simple parce que l'administration en a gardé des traces. Maintenant, lorsqu'on est sur des réseaux de résistance, voire même sur des passeurs, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est un travail que l'on fait, poc à poc, hein, comme on dit ici, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc c'est un travail de longue haleine que nous avons commencé à entreprendre sous l'action de Jean-Pierre, parce que lui, ça fait longtemps qu'il a cette idée en tête. Donc le but du livre, c'est pas ça. C'est pas l'annuaire des Banyuls qui aurait résisté, ou en tant que passeur, ou en tant que résistant. Donc l'idée, c'était de choisir dans le nombre de personnes qu'on a retrouvées, donc des gens qui nous paraissaient être emblématiques, c'est-à-dire exemplaires de cette période-là. Et c'est pour ça qu'on a intitulé ce livre « La diversité des réactions banyulenques dans une décennie troublée ». Parce que c'est une période compliquée. Parce que c'est pas blanc, c'est pas noir, hein, on va le voir rapidement. Donc, sur cette période-là, bien sûr, on a choisi de mettre en valeur 4 personnes, on va dire, du côté de la résistance. Alors, on a d'abord Vincent Azéma. Alors, si vous voyez, c'est un des panneaux qu'il y a derrière. Normalement, c'est celui qui est juste là-bas. Donc, on a Vincent Azéma, qui est un des anciens maires de la commune. Donc, lui, alors, c'est un vieux poilu, entre guillemets, c'est-à-dire que lui, il a fait la guerre 14-18, il a été blessé, il a été pensionné de guerre. Il est devenu maire de Banyuls en 1935. Il a accueilli à partir de 1936 les enfants des réfugiés, des républicains espagnols, pardon. Puis ensuite, bien sûr, il a œuvré pour l'accueil des réfugiés espagnols à partir de janvier 1939. Il a été destitué donc, par la loi de 1940 parce que pas jugé suffisamment pétainiste. Ben oui, il était SFIO, hein, l'ancêtre du Parti Socialiste. Donc forcément, la Révolution nationale et lui, ça ne connaît pas beaucoup. Donc il a été destitué et à partir de là, il a pris la tête d'un réseau de passeurs important puisque c'est ce réseau qui a fait passer le philosophe allemand Walter Benjamin, hein, qui est là, c'est allé se suicider de l'autre côté à Bordeaux. Alors ensuite, donc, on a Jean Parcé. Alors Jean Parcé, lui aussi, c'est un autre maire de la commune, hein, il sera élu maire après la guerre. Donc lui, il était pilote à la station de Port-Vendre, c'est lui qui aidait les bateaux à entrer et à sortir du port. Et donc il a pris la tête d'un réseau d'espionnage qui s'est mis en place, alors là ça c'était un réseau d'espionnage gaulliste, mis en place à Port-Vendre. Et donc il a pris la tête des affaires communales à partir d'août 1944, c'est-à-dire au moment où les Allemands ont dynamité la totalité du port. Et donc il s'est retrouvé à gérer 800 personnes sans foyer, hein, qu'il fallait nourrir et qu'il fallait loger dans l'urgence. Ensuite donc on a Madeleine Magne, alors ça c'est la belle-mère de Françoise, pardon, qui est là. Donc, alors elle est l'épouse du commandant Henri Magne, donc qui est récipiendaire de l'Ordre national de la Légion d'honneur, si je ne dis pas de bêtises. Elle a secondé son mari, et de manière très active, parce que ce n'est pas une femme à rester sagement en arrière. Il était colonel, lieutenant-colonel, pardon. Donc elle a plusieurs fois, 4 fois si je me rappelle bien, échappé aux miliciens. Alors des fois de manière complètement rocambolesque, hein, en se cachant, en s'évadant par des jardins, voire même en se cachant dans un corbillard. Disons que voilà, c'était une femme active et elle a pris sa pleine part aux événements. Et ensuite donc Jean Coste, donc l'arrière-grand-père du tout petit bouchon qui se trouve là et qui s'appelle Thibault, et donc qui lui était un gendarme, bonjour Thibault, qui lui était un gendarme résistant qui a utilisé sa profession afin de résister aux ordres de Vichy, en particulier aux ordres des arrestations arbitraires envers les juifs et les communistes. Alors, on va me dire, oui d'accord, mais là c'est quand même dressé un tableau qui est assez idyllique, hein, c'est-à-dire le Banyuls des résistants, oui mais il n'y a pas eu que ça. Alors en effet, il y a eu des collabos. Alors eux aussi sont présents dans le livre, mais ils ne sont pas cités en tant que personne. Voilà, c'est-à-dire que rien dans le livre ne vous permettra de les reconnaître. Pourquoi? Parce que les descendants de ces gens n'ont pas apporté le poids de ce qu'ont fait leurs ancêtres. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a anonymisé au maximum, hein, et donc ils sont là en qualité d'illustration du mécanisme de la collaboration et de la révolution nationale. Et pas en tant que personne, donc ne cherchez pas à acheter le livre pour savoir qui a collaboré. Alors, là-dedans, donc je vous disais, on a l'ancien poilu. Alors ça, c'était très intéressant. Cet homme-là est très intéressant parce que lui,
Il a été défenseur de Verdun, il a été médaillé pour ça en 1916. Il y a d'ailleurs, puisque les conditions dans les tranchées étaient quand même plutôt assez déplorables, donc il y a gagné une tuberculose dont il a eu des séquelles toute sa vie et pour lesquelles il a été pensionné. Et ce monsieur, en 1945, a été condamné à 5 ans d'indignité nationale. Tout simplement parce qu'il fait partie de ces poilus qui se sont mis derrière le maréchal Pétain et qui ont soutenu sa politique. Donc vous voyez, les choses ne sont pas aussi claires que les gentils contre les méchants. Ensuite, donc, on a un jeune milicien qui a collaboré avec la Gestapo. Donc alors lui aussi, il est assez ambivalent parce qu'il a à la fois dénoncé et torturé certains Banoulins, dont le père de Jean-Pierre, et en même temps il en a sauvé d'autres, dont Vincent Azéma. Vous voyez, bon, c'est compliqué. Et ensuite, on en a un autre aussi de Banoulin qui lui a collaboré par peur des représailles. C'est ce qu'il nous dit dans son procès verbal qui est daté de 1944. Puisqu'il a été arrêté en septembre 1944. Et donc dans son procès verbal, il explique que les Allemands et les miliciens avaient fait pression sur sa famille, en particulier sur sa femme et ses 2 filles, qui étaient menacées d'être envoyées dans des, pardon de dire le mot, mais des bordels militaires pour les Allemands. Donc c'est sûr que de suite, ça fait se poser des questions. Maintenant, c'est lui qui le dit, est-ce que c'est réellement ça qui l'a motivé? Toujours compliqué à savoir. Donc en fait, le livre, l'idée c'est une fois qu'on a retracé ses parcours, c'est d'essayer un petit peu de les recontextualiser. C'est-à-dire d'essayer de remettre du sens à ces parcours individuels. Parce que c'est vrai que si on les prend un à un, comme ça, au bout d'un moment, on peut être complètement noyé par la diversité des parcours. Seulement ces parcours s'inscrivent au sein d'un cadre qui est unificateur. Et donc l'idée c'était de comprendre comment est-ce qu'un conflit mondial peut avoir des répercussions au niveau local. Et des répercussions qui sont vraiment des répercussions tangibles. Donc par exemple on a les prémices de la guerre avec la guerre d'Espagne. Et nous, forcément, étant frontaliers avec l'Espagne, on en a eu les prémices dès le début. C'est-à-dire que dès 1936, on a bien vu ce qui s'agitait. Et puis d'ailleurs, Françoise nous a donné une lettre géniale qui est écrite donc par Viviane, donc qui est une jeune fille à l'époque. Alors si je la retrouve, je vais la retrouver parce que j'adore cette lettre, surtout le moment où elle dit qu'elle est roupillée. Je vais la retrouver. Je sais qu'elle est je la changerai. Alors donc en fait où elle explique que eh bien, les Banoulins ont tout simplement vu les premiers bombardements qui se sont passés, donc, puisque les troupes de Franco, aidées par les Allemands, mais merci. Non, c'est pas celle-là. Et Condor, donc l'escadron Condor, donc, qui était les Allemands, donc essayaient de bombarder le pont de Coulers. Vous savez, cet ouvrage, ce grand ouvrage. Et donc ils sont venus avec des escadres, avec des avions, ils sont venus avec des bateaux, ils ont bombardé, ils ont pilonné, mais ils n'ont jamais réussi à atteindre le bâtiment. Voilà. Mais par contre, ça séduit de Banyuls. Voilà. Donc, on a vu un très gros feu d'artifice. Donc, d'ailleurs, Viviane dit qu'elle a vu, parce qu'elle était au catéchisme à ce moment-là, elle était enfant, et donc, elle a une dizaine d'années, et donc, elle a eu l'impression que le toit de l'église s'écroulait. Il a fait du bruit. Et ensuite, donc voilà, elle est dépitée parce que le lendemain, donc, il y a le Canari qui a bombardé, qui est un bâtiment de guerre, qui a bombardé justement cet ouvrage, mais elle roupillait, parce que c'était à 8 h du matin. Et donc on ne l'a pas réveillée, et c'est bien dommage parce qu'elle aurait voulu voir ça. Voilà. Donc ça, non mais c'est ça aussi qui est, parce qu'on a là le témoignage d'une enfant. Voilà, comment est-ce que les enfants perçoivent la guerre, c'est toujours un peu compliqué. Surtout quand ils nous le racontent après qu'ils sont devenus adultes, parce que bien sûr il y a une réécriture. Alors que là, c'est une lettre qu'elle a envoyée à sa mère quelques jours après le bombardement, et c'est ça aussi qui est intéressant pour saisir une période. Alors, il serait difficile de faire, comme je vous le disais, une séparation entre les gentils et les méchants. Vous voyez, par exemple, on a Marie-Ange Pie. Alors, je ne sais pas, chez les vieux Banoulins, mais ça doit évoquer des choses, Marie-Ange Pie. Alors, en fait, Marie-Ange Pie, elle, c'est elle qui avait monté avec Émile Rakovica l'hôpital bénévole numéro 13 bis. Alors, en fait, en 1914, a été ouvert dans les locaux du laboratoire Arago un hôpital qu'on appelait l'hôpital bénévole, et donc il avait reçu le numéro de 13 bis, et donc il accueillait des poilus qui étaient en convalescence.
Donc vous voyez, hein, c'est une femme qui a œuvré pour que ces hommes puissent avoir un endroit où, comment dire, où prendre du repos, parce qu'après les horreurs des tranchées, certains étaient bien embauchés au niveau physique et puis au niveau mental, et ils avaient quand même besoin de retrouver du calme, de la sérénité. Donc elle a œuvré pour faire ça, et lorsqu'arrivent donc les réfugiés espagnols à partir de janvier 1939, donc elle écrit, et elle dit que, quand même, c'est vrai que ces gens sont pauvres, mais parmi eux, il y a quand même de la racaille de gauche, et que ces gens-là, eh bien, ils passent par la montagne, et qu'au bout d'un moment, il faudra bien qu'on en vienne à organiser une chasse à l'homme. Ça laisse, la lecture laisse pantois quand même, et donc là on voit bien se dessiner cette opposition, cet antagonisme entre une population qui a peur d'une dictature fasciste et l'autre partie de la population qui a peur d'une dictature communiste. Et entre les deux, ben c'est une guerre à mort. C'est ça la guerre d'Espagne, c'est pas autre chose. C'est deux populations qui sont opposées au niveau politique et qui ont peur l'une de l'autre. Et comme le dit la célèbre phrase latine, hein, si vis pacem para bellum, donc si tu veux la paix, prépare la guerre. Donc c'est ce qu'ils ont fait et ils sont allègrement plongés dedans, avec bien sûr les Banyulenques, donc qui étaient, on va dire, ben, hélas, les premiers à en voir les effets. Ensuite, donc, on a la mobilisation de septembre 39. Donc là, ben, encore une chose qui tombe sur la tête des Banyulenques, c'est-à-dire que tous les jeunes hommes âgés de 20 à 48 ans sont mobilisables. Alors, on vous demande pas votre avis. Donc on a par exemple Henri Marie, donc, qui lui a fait la guerre du côté de la ligne Maginot. Ensuite on a Élie Roch, le père de Christian, qui lui aussi a fait la guerre. Et ensuite bien sûr on a Jean Figuère et Pierre Pagès, qui sont tous les deux inscrits sur le monument aux morts, parce qu'eux en fait étaient matelots, et sont morts le 13 septembre 1939 sur le Pluton, qui était un dragueur de mines, qui était à Casablanca, et donc ils ont fait une mauvaise manipulation avec les mines, et le navire a explosé donc à quai à Casablanca, ce qui fait que ces deux Banyulenques sont les deux premiers, hélas, à être morts durant la Deuxième Guerre mondiale, et surtout les deux premiers à être morts avant que les combats ne commencent sur Terre. Ben, oui. Et ensuite, donc, bien sûr, on a l'invasion de la France en deux temps, hein, 1940-1942. Donc nous, on a vu arriver les troupes allemandes à la fin d'après-midi, le 11 novembre 1942, donc qui débarquent sur la place Basser, à Banyuls. Donc, bien sûr, de 40 jusqu'à 49, on a eu des restrictions alimentaires, parce que bien sûr, hein, la France était envahie, la France était occupée, donc on devait fournir donc tout ce que l'Allemagne demandait, et en même temps, comme on était plus ou moins un État satellite de l'Allemagne, eh bien on était soumis au blocus imposé par les Alliés, donc très vite les Français ont manqué à manger. Donc c'est d'ailleurs comme ça que Christian se rappelle de la chanson que chantait sa mère, donc c'était une version Banyulenque de Maréchal nous voilà, donc il disait Maréchal nous voilà devant toi, s'il ne se vit, s'il ne se passe, s'il ne se trompe. Voilà, donc Maréchal nous voilà devant toi, sans pain, sans pain, sans patate. Bon. Donc ensuite, on a quand même la cohabitation forcée avec les Allemands, parce que bien sûr les Allemands en arrivant, ben, ils ont commencé à occuper des, comment ça s'appelle ça, des maisons, il fallait bien les loger. Donc c'est vrai que c'était pas toujours simple d'avoir un ou deux Allemands à loger chez soi. Et bien sûr l'évacuation du village de février à août 1944, hein, là ben, quasiment tous les Banyulenques ont dû partir. Alors c'est pas très évident parce que là bien sûr il n'y a pas d'indemnité voyage, hein. C'est juste les Allemands qui viennent taper à votre porte et qui vous disent voilà, d'ici une semaine que vous pouvez partir. Et donc ben, tout le monde a essayé de se loger, qui chez des cousins, qui chez des amis, le plus loin possible en tout cas des zones littorales. Et donc justement l'évacuation du village, c'est ce qu'on a travaillé avec les élèves du groupe scolaire Aristide Mayol, et en particulier avec la classe de Sandrine Le Gouin. Et donc ce sont les dessins que vous voyez là qui sont exposés, et donc on les a fait travailler sur ce que ça peut être, quel ressenti est-ce qu'on pu ressentir, justement, quel ressenti on peut ressentir. Les Banyulenques, en voyant arriver les Allemands et en s'entendant dire eh bien, qu'il fallait qu'ils quittent leur maison. Voilà, c'était ça l'idée, hein, qu'on a voulu travailler avec eux, et comme vous pouvez le voir, l'exercice les a intéressés et ils se sont montrés, comment dire, particulièrement créatifs. Là, vraiment, ça leur a plu, ils m'ont même demandé de repasser l'insigne allemand pour bien le recopier. Certains m'ont demandé de leur mettre le coq, hein, parce que le coq contre la croix gammée. Voilà, je veux dire, dans leur tête, il y a pas mal de choses qui se sont faites au niveau symbolique, c'était assez intéressant, donc je les remercie de tous les travaux qu'ils ont fait. Donc en conclusion, la diversité des dépôts d'archives consultés, les publics comme familiales, et la multiplicité des documents collectés, alors on a des rapports, des fiches, des procès-verbaux, des témoignages,
compose un kaléidoscope aussi dense que varié, d'une époque trouble et troublée, qui est par essence même impossible à résumer d'une manière manichéenne en une opposition franche et directe entre les gentils et les méchants. Cependant, au sein de cette grisaille, se sont élevés certaines et certains qui ont combattu pour libérer la France et faire triompher la notion de liberté. Donc le village de Banyuls peut s'enorgueillir de leur présence et nous sommes heureux de leur avoir rendu ce premier et modeste hommage. Merci mesdames, merci messieurs, à nous le souvenir, à vous l'immortalité. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous allez lire le livre. Par contre, ça m'a mis parce que ça va nous rien nous rapporter, ça. Mais c'est pas fait pour nous rapporter de l'argent, monsieur. Je sais, monsieur le trésorier, on n'est pas toujours d'accord. Bien. Vous verrez dans le livre que plusieurs témoignages nous ont été remis et donnés. Pour nous témoigner de notre sincérité et notre amitié, nous allons faire l'inverse. C'est-à-dire que nous allons offrir ce livre aux descendants de ceux qui nous ont donné leur témoignage. Dans un premier temps, je vais appeler Joris, si tu veux venir. Joris, qui est le petit-fils de notre président, qui est l'arrière-petit-fils d'un évadé de la retirade, qui malheureusement a subi les avatars de la Gestapo et autres. Au nom du souvenir français, je te remets ce livre. Alors Mathieu, s'il vous plaît. Alors, je ne vais pas faire le panachérique de la famille, mais il y a quand même 4 légionnaires dans sa famille. 5 légionnaires dans sa famille, qui va du commandeur au simple légionnaire. Au nom du souvenir français, je te remets ce livre. Nathan qui n'est pas là. Nathan n'est pas là. n'est pas là. Thibaut. Il est là. Thibaut. Qui est Thibaut? Thibaut. Alors, bonjour Thibaut. Alors, Thibaut est un peu particulier. Son arrière-grand-père gendarme, arrière-grand-père gendarme, des fois enfreignait un peu la loi en faisant passer les gens de l'autre côté. Mais il a une autre particularité, Thibaut, c'est que son père est un ancien pompier volontaire. Thibaut, voilà le journal pour toi. Tu dis merci. Christian, j'ai un problème parce que je n'ai pas le prénom de ton petit-fils. Adrien. Bon alors, Adrien, Christian, viens. T'as grandi d'un coup, hein. Tu aurais pu venir avec nous quand même, Christian. Oui, on en a sorti une. Tu vois, regarde, on en a sorti une. Françoise, elle ne l'a même pas utilisée. Bien, Christian, ton petit-fils n'est pas là. Il ne peut pas venir, mais tu lui remettras au nom du souvenir français. Son grand-père, malheureusement, est décédé lors de l'explosion de Polille, l'usine de Polille, mais il a participé aussi à diverses opérations militaires. Isabelle, si vous voulez venir. Alors je pense que c'est pour Sébastien. Oui, Maël. Il y a un petit Maël. Il y a un petit Maël dedans. Non, mais de Sébastien. De Sébastien. Oui, voilà. Donc, vous verrez dans le livre un témoignage de son père, qui est de la retirade. Et pour ça, je vous remets, pour Sébastien, au nom du souvenir français. Par contre, oui. Ça c'est pour Albert. Oui.
Et le dernier, je le garde pour moi. Je vais demander à madame de venir. Je vais demander à madame épouse Larole de venir. Je vais le lui remettre pour Noémie, notre petite fille. La marine. On se roule. On se roule. Ça roule. Vous aviez commandé le livre, hein, Absolument. n'est-ce pas? Ah ben, Des documents qui sont à l'intérieur, vous nous ont été prêtés par oui, vos soins. je n'ai pas grand mérite, mais bon, Voilà. je penserai à payer ma cotisation. Si vous souhaitez acquérir ce livre, Il y a d'autres documents qui tombent. Et actuellement, nous avons trouvé ce livre, qui est le livre d'or des résistants, le livre écrit en Lorraine. Et dedans, il y a un bagnolet qui était dans la résistance, dans le Limousin, et qui avait 15 ans. Et je ne vais pas citer, parce que je pense qu'on va faire un truc dont on fera payer les gens aussi. Je ne sais pas citer le nom. Donc, comme je lis, le 5 avril 1944, combat contre la milice, route nationale 20, transport d'armes et d'explosifs du Puy-Garceau, parachutage à la forêt du Bord. Et on a tout son pédigré de combat. Je parle de combat, et il avait 15 ans. Et c'était un bagnoulin né à Valence. Je peux vous dire la date de naissance, c'est en 1928. Vous n'en saurez pas plus. Vous achèterez le livre et vous en saurez.